Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième webinaire sur le thème réaliser l'audit d'une application web ou mobile. Si vous êtes inscrit à ce webinaire, j'imagine que vous vous posez certaines questions sur une, voire plusieurs applications dans votre système d'information. Vous êtes certainement face à des interrogations sur cette application qui pose problème. Que faire? Faut-il la remplacer par une nouvelle application, la faire évoluer? Mais comment? Vous êtes certainement en présence d'une application dite obsolète où elle va bientôt le devenir. Réaliser un audit va vous permettre je l'espère, de pouvoir vous donner des éléments précis qui pourront guider vos choix futurs et ainsi répondre à ces questions. Donc, ce webinaire est le cinquième d'une série de 7 rendez-vous. Je suis Anthony Zanetti, directeur technique et cofondateur de la société Axiocode AMES, située dans le nord-est de la France, et je serai votre hôte et animerai cette série de webinaires. Donc, 7 webinaires comme 7 étapes pour réaliser un audit. Nous avons déjà vu les 4 premières étapes, comment analyser la complétude fonctionnelle, comment réaliser l'inventaire technologique, comment dresser l'état des ressources humaines affectées à l'application, comment évaluer le degré d'obsolescence des technologies utilisées. Nous allons voir aujourd'hui comment analyser le code source d'une application, calculer la dette technique et lisser les failles de sécurité. Puis les prochaines étapes seront vues dans les prochains webinaires, comment évaluer la couverture des tests, de la documentation et du processus de développement et de déploiement. Et enfin, comment estimer la valeur financière de l'application, des délais et des coûts de remplacement ou de mise à niveau ou voire d'isolement. Donc l'objectif à l'issue de cette étape est de vous donner les clés afin d'analyser le code source de l'application que vous allez auditer ou des applications que vous allez auditer afin d'avoir des informations sur la qualité du code, la dette technique inhérente et potentiellement les failles de sécurité présentes dans le code que vous allez analyser. Alors c'est l'analyse du code source qui va nous permettre d'appréhender cette étape de l'audit. Il faudra bien entendu au préalable disposer du code source de chacun des composants applicatifs du système audité. Alors comme je le répète à chaque webinaire, les composants applicatifs, si vous avez par exemple une application mobile plus un back-office web, on aura donc deux applicatifs, deux composants applicatifs et il faudra bien entendu avoir le code source de ces deux applications pour les auditer séparément. Donc l'analyse du code peut se faire manuellement, mais c'est une tâche assez fastidieuse et vous serez susceptible de ne pas voir certains des problèmes. Il faudra donc privilégier l'utilisation d'un ou plusieurs outils d'analyse statique de code pour vous aider à réaliser l'audit. Donc il existe un certain nombre d'outils sur le marché, comme par exemple SonarCube, CodeClimate, Codacy, Coverity, Checkmarks. Voilà, il en existe encore d'autres. Donc le marché est assez riche en outils d'analyse statique avec chacun bien entendu leurs avantages, leurs inconvénients. Alors l'analyse du code permet de déterminer des métriques intéressantes sur le code source en lui-même, comme par exemple le nombre de fichiers, de lignes de code, de commentaires, le taux de commentaires justement entre le nombre de lignes et le nombre de lignes de commentaires dans votre code source. Donc on peut savoir s'il y a beaucoup de commentaires sur du code. La complexité cyclomatique, ça représente, si vous voulez, le nombre de chemins linéairement indépendants. Alors, c'est aussi des points de décision différents dans une méthode. Alors, je ne veux pas rentrer dans du détail technique, mais si cette complexité est élevée, il faudra sans doute refactoriser, réécrire une partie du code. Donc, on va essayer de mesurer, en fait, le nombre de branchements qu'il va avoir, en fait, dans une méthode, dans les méthodes qui constituent les différents codes sources, et donc pour l'ensemble de l'application. Je prends juste l'exemple, si vous avez beaucoup de conditions, par exemple, donc il va y avoir beaucoup de possibilités dans une méthode, par exemple, et donc ça donnera une complexité cyclomatique élevée. On a aussi la complexité cognitive qui, en plus de la complexité cyclomatique, mesure la charge mentale induite par le code source. Voici un exemple de code pour illustrer cela. Donc, à gauche et à droite, deux codes sources, deux petites parties d'un code source, et on peut voir que la complexité cyclomatique des deux morceaux de code, des deux méthodes, est de 4. Donc, ils ont exactement la même complexité cyclomatique. Par contre, la complexité cognitive est différente. On voit clairement, pour ceux qui connaissent le code, bien entendu, que le code à droite est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible que le code à gauche, et donc on a moins de complexité cognitive de mesurer. Et lorsqu'on a l'ensemble du code source et qu'on a cette information, ça nous permet de dire si ça va être fastidieux finalement de reprendre du code source ou le comprendre rapidement. Alors, mais l'analyse du code source, elle est surtout là aussi pour déterminer la qualité du code. Donc on va la déterminer à travers trois aspects. Tout d'abord la fiabilité qui est caractérisée
par le nombre de bugs ou d'anomalies potentielles détectées dans le code source. Les outils d'analyse statique vont nous aider à détecter ce genre d'informations. Puis la sécurité, donc avec les vulnérabilités potentielles qui peuvent être aussi exploitées par des hackers. Donc on va aller vérifier certains principes de sécurité dans le code source et que ce soit bien respecté, ou par exemple, s'il n'y a pas de mot de passe en clair dans du code source, ce genre d'informations. La maintenabilité, qui est matérialisée par ce qu'on appelle les code smells, c'est le terme généralement utilisé, c'est-à-dire le mauvais code, les mauvaises pratiques, comme par exemple le code dupliqué qu'on a copié-collé, on a copié le même bout de code à plein d'endroits en fait différents dans le code source, et donc forcément lorsqu'il y aura une modification ou un problème sur ce code dupliqué, il va se retrouver à plusieurs endroits. Les classes et les méthodes trop longues avec trop de paramètres, trop dépendantes, des classes trop dépendantes. Voilà, donc ça c'est aussi une mesure qui va nous renseigner sur est-ce que le code est maintenable sur le long terme. Du point de vue de la sécurité et des vulnérabilités, il existe l'Open Web Application Security Project, qui est une communauté et une fondation qui travaille à l'élaboration des bonnes pratiques en matière de sécurité des applications web notamment. Et donc, il gère le projet Top 10 qui est maintenu et qui vise à fournir une liste des 10 risques de sécurité applicatif web les plus critiques. C'est une référence internationale aujourd'hui dans le domaine de la sécurité, et les 10 risques qui sont donc codifiés de A1 à 10 qui représentent à chaque fois un thème de sécurité, et beaucoup d'outils d'analyse utilisent cette codification pour classer les vulnérabilités détectées. Ça va de l'injection de code SQL à exposition de données sensibles à travers votre application, des choses plus classiques comme les failles de cross-site scripting. Ce n'est pas un standard ou une norme, mais c'est plus des recommandations, des bonnes pratiques à suivre. Donc il y a le lien vers le projet. Je vous invite à regarder. Vous allez avoir le détail en fait de chacun de ces risques. Alors lors de l'analyse de code, on cherche aussi à obtenir les coûts liés pour remettre la qualité du code à un niveau satisfaisant. Donc il y a deux types de coûts à prendre en considération. D'abord le coût de remédiation, qui est une estimation du temps nécessaire pour corriger les bugs et les vulnérabilités. Donc de la même manière, des outils d'analyse, pas tous, mais la majorité quand même, vont faire une estimation du temps par rapport bien sûr aux bugs potentiels qui vont remonter ou aux problèmes de maintenabilité, qui sont vus à travers ce qu'on appelle la dette technique. Donc ça, c'est le temps estimé pour corriger les problèmes liés à la maintenabilité et les code smells. Et bien entendu, le coût global, donc la somme en fait du coût de remédiation, donc sur les bugs et les problèmes de sécurité, et la dette technique. Alors là, je vous mets un exemple de SonarQube, d'une analyse d'une partie d'un code de SonarQube. Donc ici, par exemple, il a détecté un problème, donc un bug potentiel qu'il a jugé critique, et il indique voilà, qu'il faut 10 minutes d'effort pour corriger ce problème. Alors de la même manière, il va présenter donc un dashboard avec le nombre de bugs. Là, il y a 103. Donc on a une mauvaise note, on va dire, sur la fiabilité du code. En termes de sécurité, il n'y a pas trouvé de vulnérabilité. Il y a aussi un concept de hotspot, donc c'est des endroits dans le code où il faut faire attention parce qu'il peut avoir potentiellement un problème de sécurité. C'est pas une vulnérabilité, mais c'est des endroits assez sensibles dans le code, il détecte ça. Et puis il indique qu'il y a 1 jour et 2 heures de dette technique, qui est assez faible. Après, c'est une petite application, pas beaucoup de lignes de code. Et 82 code smells, donc à aller regarder, ce qui fait quand même un bon indice de maintenabilité. Donc voilà, donc là c'est encore une autre vue de SonarQube. Donc là c'est pour vous montrer voilà qu'il va donc pour chacun des dossiers qu'il disait dans l'application, on va avoir à chaque fois un nombre de minutes d'effort pour tout ce qui est remédiation, correction. Alors voilà qui clôture notre 5e étape. J'espère vous avoir donné suffisamment d'éléments pour analyser la qualité du code, la dette technique inhérente de l'application à auditer. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et je répondrai donc avec plaisir à vos questions. Alors, comment savoir si une vulnérabilité détectée est plus ou moins grave? Alors, je dirais globalement, toutes les vulnérabilités sont graves, sont à regarder très précisément. Quelquefois, bien entendu, il peut y avoir ce qu'on appelle des faux positifs de détecter. Donc, on va essayer justement de détecter si, ça c'est plus analyse humaine derrière une analyse automatique qui va vérifier qu'on est face à un faux positif ou un cas réel. Donc, je dirais que toutes les vulnérabilités sont potentiellement graves. Certaines vont être plus ou moins exploitables facilement par un attaqueur. Donc, on va essayer de se concentrer effectivement sur ce qui est
le plus facile à exploiter. Et bien sûr, ça va être celle où on va corriger le plus rapidement. Le projet Top 10, vous allez trouver sur le site la liste donc des 10 risques les plus critiques, et il classe aussi ces 10 risques avec différents indicateurs qui peuvent vous donner aussi quelques informations sur la gravité de certaines des failles. Globalement, tout est grave. Il faut considérer que toutes les vulnérabilités sont graves. Donc, j'imagine qu'on parle des vulnérabilités. Est-ce que ça peut être plus grave sur un composant plutôt qu'un autre? Tout dépend de ce qu'on appelle composant. Si on parle de composants applicatifs, par exemple une application mobile et puis un back-office qui fait partie web qui fait partie du même système, donc c'est un peu la même réponse. Hein. Faut bien regarder effectivement tous les composants applicatifs. Il y a des choses qui seront certainement plus faciles à détecter sur certains composants applicatifs. Mais si on parle des composants techniques, par exemple, si l'application utilise des composants open source ou des composants que vous ne maîtrisez pas le code, ça peut être des fois plus difficile à corriger ou à trouver des failles. Souvent, on audite le code source qu'on maîtrise. On n'audite pas les codes sources en fait des tiers qu'on va utiliser, et notamment les codes sources open source. On se focalise déjà sur ce qu'on peut maîtriser, donc son propre code, mais des problèmes peuvent venir en fait de d'autres composants. Une question sur le coût des outils d'analyse statique de code. Alors c'est comme dans tout marché de logiciels, les prix varient beaucoup. Les stratégies des éditeurs peuvent être différentes. Pareil, je me suis beaucoup appuyé dans la présentation sur SonarCube, qui est un outil très intéressant. Par exemple, SonarCube, la tarification est basée sur nombre de lignes de code à analyser. Et par exemple, les prix démarrent à 120 € par an pour 100 000 lignes de code, ce qui paraît pas beaucoup. 100 000 lignes de code, on y arrive très rapidement pour une application. Et bien entendu, si on a plusieurs applications à auditer, plusieurs applications, ça peut effectivement monter quand même assez vite. Et par exemple, Checkmarx, que je citais aussi dans les outils, les prix sont généralement autour de 50 000 $ par an. C'est assez cher, mais bon, le service rendu est assez important quand même. Donc voilà, une gamme de prix assez large. Certains outils sont très adaptés pour de grosses entreprises et d'autres assez abordables comme SonarCube. Alors sur le temps que prend l'analyse de code, alors avec les outils, ça peut se faire assez rapidement. On peut avoir une première analyse générée par un outil d'analyse statique de code assez rapidement. Et après, il y a la deuxième phase, c'est-à-dire que l'outil va remonter des problèmes. Il va falloir vérifier un à un les problèmes remontés, vérifier que c'est pas des faux positifs comme je le disais tout à l'heure pour les vulnérabilités. C'est la même chose pour tout ce qui est bug et code smells. Donc il va falloir prendre le temps de vérifier. C'est ça qui est le plus chronophage dans l'analyse de code. Les outils vont bien nous aider pour la première phase. Donc, je dirais, selon la taille de l'application, ça peut prendre une journée à une semaine, voire plus pour s'il y a plusieurs applications dans le système à auditer avec des grosses applications. Alors, faut-il faire l'analyse de code souvent? Alors là, on est dans le cadre d'un audit. Donc, on va faire l'analyse du code de l'application qu'on va auditer, toujours de la même manière par rapport à nos webinaires, pour prendre une photo à un instant T du code pour mesurer l'obsolescence de l'application, des applications à auditer, qui font partie des critères ou l'un des critères qu'on va regarder après sur l'audit, de la même manière que tout ce qu'on a vu précédemment sur le côté fonctionnel, sur les technologies, etc. Donc voilà, le premier point, c'est ici un audit, donc c'est un instant T. Lorsque on utilise après des outils comme étant un outil faisant partie, on va dire, de ces outils de développeurs au quotidien, on va pouvoir lancer des analyses avec des outils au moment où on va intégrer un nouveau code et on va essayer de mesurer en fait l'écart entre le code existant ou la première version du code qu'on a analysé et la mise à jour de code. Par exemple, lorsqu'on a développé une nouvelle fonctionnalité, qu'on intègre ce nouveau code source, un développeur intègre un nouveau code source, on va mesurer l'écart entre les deux par une analyse de code automatique avec un outil, et on va voir si on la baisse ou on l'augmente. Il y a un principe important aussi lorsqu'on fait de l'analyse de code en continu, je dirais, et dans ces pratiques, et surtout qu'on reprend bien sûr un code existant aussi, c'est encore plus vrai, un principe de clean as you code, c'est-à-dire que si on a, je sais pas moi, 50, 100 jours de dette technique, tant l'effort pour refactoriser le code, on va pas passer 100 jours à refactoriser le code. Ça se passe pas généralement comme ça. Par contre, à chaque fois qu'on va modifier un fichier, un code source, des codes smells, etc., qui ont été détectés, on va en profiter pour faire la correction à ce moment-là. Voilà. Et la prochaine analyse de code va nous dire, ok, voilà, le code a augmenté de qualité. Bien entendu, avec le nouveau code aussi à intégrer. Là, par contre, on va veiller à ne pas introduire de nouveaux codes smells. L'idée, c'est vraiment de refactorer au moment où on code et pas faire une
une session, on va dire, de clean qui va prendre des centaines de jours pour certaines applications. Donc oui, souvent, au plus tôt on peut le faire, mieux ce sera pour la qualité et la maintenabilité du code. Alors une question sur est-ce que les outils d'analyse de code prennent-ils en charge tout type de code? J'imagine que la question c'est sur les langages. Oui, alors les outils que j'ai cités gèrent beaucoup de langages. Ça va de PHP, C, C++, beaucoup de Java, Python, etc. Donc tous les langages populaires sont supportés. Ils vont aussi supporter aussi l'HTML, le CSS, le JavaScript, même du SQL pour certains. Donc oui, vraiment beaucoup de langages sont supportés par les outils que j'ai cités. Et bien entendu, l'analyse de code par ces outils va sortir bien entendu pour chaque langage les problèmes des codes sources dans chaque langage, avec des possibilités de filtrer le résultat par type de langage, par exemple, et d'avoir la dette technique, par exemple, du code PHP et du code JavaScript de la même application. Eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'étape numéro 6, où on va voir comment évaluer la couverture des tests, la documentation. On va regarder aussi le processus de développement et de déploiement utilisé pour l'application à auditer. Bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et nous sommes disponibles avec Axiocode pour toute question sur l'audit de façon générale, l'audit de code et l'audit applicatif.